L'assassinat de 2 policiers par un militant de l'État islamique a soulevé une vague d'émotion et d'indignation. Tous les commissariats de police sont tenus à rendre hommage aux 2 victimes ce midi. Linda Kayarsi était au commissariat de Pointe-à-Pitre. Il faut sauver le CFA Jean Beloc de Gourbert. L'État et la région se penchent sur un plan de la dernière chance pour tenter de maintenir cette structure, la seule à s'occuper des jeunes en fin de peine. Et les activités périscolaires comptent dans la formation. Le centre de loisirs sans hébergement de Gosier en a fait la démonstration cet après-midi. Une fête pour terminer l'année en beauté et pour tirer les leçons de l'expérience. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. 7 mois après les attaques du 13 novembre, lundi soir, un couple de policiers, Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider, ont été tous 2 assassinés par un Français de 25 ans ayant fait allégeance à l'État islamique. 2 jours après ce drame, l'heure était au recueillement dans tous les commissariats de France. En Guadeloupe aussi, les policiers ont tenu à leur rendre hommage. Reportage Linda Kayarsi. Dans un silence assourdissant, l'émotion était palpable ce matin à l'hôtel de police de Pointe-à-Pitre. Rang serré autour de la police après l'assassinat de 2 des leurs à Magnanville, dans les Yvelines. Nous avons rendu hommage au commandant Salvin et à son épouse qui ont été lâchement assassinés en début de semaine dans les Yvelines. Et pour nous aujourd'hui, donc, c'est un moment de recueillement au niveau de la famille police, mais comme vous avez pu le voir, au-delà de la famille police, c'est toute la famille des forces de sécurité. Et puis plus personnellement, il se trouve que parmi nous, ici, au commissariat de Pointe-à-Pitre, certains étaient précédemment en poste dans les Yvelines et ont donc connu de très près le couple victime de ce sauvage assassinat. Et donc aujourd'hui, nous vivons encore plus intensément ces moments douloureux. Un hommage à la hauteur d'un drame qui secoue aujourd'hui les forces de l'ordre, la nation tout entière. C'est l'occasion de le réaffirmer dans le discours du ministre. L'espérance doit triompher sur la crainte et une détermination, je dirais, va vaincre parce qu'elle repose sur des valeurs anciennes, sur des valeurs vraies que sont l'amour de son pays, le courage, la tolérance, l'amour de son prochain. Voilà, ce sont des valeurs qui doivent nous permettre, je dirais, d'avancer et de vaincre dans cette difficile guerre contre le terrorisme. En signe de deuil, les drapeaux tricolores resteront en berne dans tous les commissariats de police jusqu'à vendredi. Et ce double meurtre a soulevé une vague d'émotion et d'indignation. Que pensez-vous de ces actes de violence anti-policiers? Isabelle Hameau et Moïse Dexter vous ont posé la question. Je ne suis pas d'accord, je suis un peu contre, mais bon, c'est tellement d'actualité maintenant, donc on ne peut pas s'attendre à mieux dans la vie de nos jours-là, mais je suis contre quand même. Je ne pense pas que c'est une bonne chose de faire des choses comme ça. Et les policiers sont là pour nous sauver, pour vigiler, pour leur vigile, pour nous défendre. Alors il ne faut pas que les autres les agressent. Il n'y a plus rien à attendre. Tout est fini si on s'attaque aux policiers. Moi je trouve ça aberrant. C'est inadmissible. C'est un fait grave, mais après, les djihadistes sont opportunistes, donc ça aurait pu être n'importe qui, donc c'est pas exprès. Quoique. Ils veulent marquer le coup, ok, mais après, c'est pas un acharnement sur la police, en quelque sorte. Maintenant, il n'y a plus rien de bon. On ne respecte pas les policiers, alors quand il y aura un fait important, qui c'est qui va les défendre? Voilà, c'est grave. C'est un cas très grave, dommage. Le gouvernement français est un peu trop doux avec les djihadistes, c'est trop molle, c'est pour ça, dommage. C'est grave. Une question de religion, on est complètement perdu. On ne sait pas à quoi penser, c'est vraiment grave là. La France là, c'est pas intéressant de ces trucs-là, ça. C'est pas normal, ça ne devait pas se faire parce qu'ils représentent la justice. Déjà, il y a quand même des sous-effectifs, déjà au niveau de la police. Donc je pense que c'est pas évident pour eux de pouvoir se défendre facilement
face à l'agressivité de certains jeunes, hein, bon, parce que ce n'est pas tous les jeunes quand même. Pour moi, la violence faite aux policiers marque un débordement. Ça montre une frontière qui a été franchie. Parce que la police, c'est bien la justice, c'est bien ceux qui nous mettent en sécurité. Et à partir du moment où on arrive à faire de la violence contre eux, ça prouve bien qu'on n'est pas vraiment conscient de la sécurité qui est nécessaire dans un pays. Et la compagnie Air Caraïbes a bloqué temporairement la vente de ses billets au départ de Paris-Orly. Une mesure mise en place pour rattraper le retard du vol TX 540. Il a été contraint à faire demi-tour aujourd'hui suite à un problème de moteur. Un autre avion a donc été affrété pour transporter les voyageurs. Il devrait arriver sur le tarmac des Abîmes aux alentours de minuit. Et le centre Jean Beloc de Gourbert serait menacé de fermeture. La structure spécialisée dans l'accueil des jeunes en fin de peine est en proie à de lourdes difficultés financières. Aujourd'hui, État, région et directeur de l'URSSAF tenaient une réunion en préfecture pour tenter de sauver l'établissement. Reportage Isabelle Hameau, Moïse Dexter. Table ronde au CFA Jean Beloc. La raison des difficultés rencontrées depuis 2012. Difficultés financières qui entachent le fonctionnement du centre qui se retrouve en cessation de paiement après 3 mois de retard de paiement des salaires. Conséquence, une chute des effectifs. Aujourd'hui, il passe de 84 à 54 apprentis et une vingtaine de salariés. Nous sommes en pleine période de restructuration et donc on passe un cap très difficile concernant nos charges sociales, les paiements, etc. Et donc, suite à l'intervention du président de région, nous pensons avoir des solutions. En tout cas, il compte porter et permettre que la structure se pérennise avec l'ensemble des services de l'État. La région, quant à elle, souhaite sauver le centre qui accueille des jeunes en difficulté sociale et judiciaire, le seul du territoire. Harry Chalus regrette que le problème n'ait pas été traité depuis 2013. Sauver la structure, pour moi, c'est sauver Saint Bosco. Nous savons aujourd'hui ce que certains ont mis en place, un CFA, pour pouvoir accompagner les jeunes sous main de justice, qui font des travaux vraiment magnifiques. J'ai visité les locaux, j'ai visité leur réalisation. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible à ce qui existe ici. J'ai été étonné de savoir que ce site de plus de 19 hectares a été vendu, je dirais pour une bouchée de pain, moins de 3 millions je crois, que d'autres auraient pu faire l'effort d'acheter ces 19 hectares pour garder ce patrimoine pour la Guadeloupe et pour accompagner le CFA. Comme je l'ai dit, il est inadmissible de voir que la région dépense plus de 500 000 € pour construire un centre de cynophile pour l'État et que l'État, à ce niveau-là, je ne mets pas en cause le préfet, mais je parle de ceux qui étaient là tantôt, ne fait rien pour accompagner ce CFA. Alors moi, je préfère annuler la construction de ces cynophiles et prendre l'argent pour accompagner le CFA pour pouvoir donner leur chance à nos jeunes Guadeloupéens en difficulté. Une demande en cours d'un nouveau moratoire a été adressée au directeur de la CGSS. Moi, j'ai quand même rappelé la situation du centre vis-à-vis de la caisse. Vous avez vu que j'étais assez rugueux, il n'y a pas d'autre mot, mais ce sont les chiffres. J'ai aussi rappelé que j'avais une obligation professionnelle, c'est dès lors qu'une entreprise dépasse un niveau de dette, il faut que je saisisse par l'intermédiaire de l'huissier de justice de la caisse, le tribunal notamment de commerce. Après, si des initiatives fortes sont prises, je peux moi aussi lever cette saisine de façon à examiner comme on l'a fait cet après-midi. Donc je pense qu'il y a une perspective qui s'ouvre et le président du conseil régional ainsi que les services de l'État s'engagent à travailler ensemble pour qu'on trouve la solution. Et moi, pendant 1 an, je mets en place un moratoire. Dès lors qu'on aura soldé une partie de la dette, c'est important, et je mets en place un moratoire qui va tenir minimum 1 an. La dette sociale du CFA s'élève à plus de 500 000 €. Des mesures seront mises en place par la direction du CFA et le conseil d'administration de l'OGEC pour réduire le budget 2016, à savoir une réorganisation de la masse salariale, avec notamment des départs en retraite et un licenciement économique de 3 membres du personnel administratif. Et les parents de l'AFAPEG organisent ce samedi la première édition de Convergence Réussite au collège Front de Mer à Pointe-à-Pitre. Catherine Ginier, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la vice-présidente de l'AFAPEG, du collège Front de Mer. De quoi s'agit-il exactement cette journée de Convergence Réussite ? D'une grande journée d'échange, de partage, de réflexion et d'action
autour évidemment de la réussite de nos enfants. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce à quoi nous travaillons. Et il est vrai que cette grande journée va nous permettre, autour notamment d'une conférence débat, de développer un petit peu nos ambitions aux côtés des enfants et des enseignants. De quel constat êtes-vous parti pour initier cette manifestation ? Le constat était simple, déjà une démission très décriée des parents, peut-être un malaise aussi de ces jeunes collégiens alors qu'ils traversent une étape fondamentale dans leur vie, ils vont vers le prochain degré et puis peut-être les études supérieures. Alors il est vrai que nous étions peut-être pas suffisamment dynamiques, peut-être pas suffisamment impliqués et en même temps le constat c'était aussi de demander aux professeurs de retrouver, s'ils l'avaient perdu, leur vocation, leur passion. Moi, je me rappelle mes années lycée, et c'est vrai que nous avions comme ça des professeurs qui nous enchantaient, qui nous grondaient beaucoup, mais en tout cas qui nous communiquaient une véritable envie de travailler. Alors, c'est faire un petit peu tout, avec tous les critères qui sont les nôtres, tous les paramètres que nous mesurons pour mieux accompagner nos enfants vers les chemins de la réussite, et je disais qu'ils sont nombreux. Donc cette manifestation s'adresse autant aux professeurs qu'aux parents, ils sont tous invités à venir ce samedi ? Tous invités, c'est tout public, vraiment. Ça concerne notamment aussi les élèves de CM2 qui vont aborder l'année prochaine le collège, leurs enseignants, les proviseurs, les principaux de collège, les parents, tous ceux qui se sentent concernés par cette cause que nous défendons, qui est la réussite des enfants. Absolument, parce que demain, ils seront aux rênes du pays, donc il faut savoir bien les former et puis les responsabiliser, les conscientiser. Quels seront les thèmes qui seront abordés à l'occasion de cette journée ? Très bien. Alors, des problématiques surtout qui touchent la Guadeloupe. Conférence débat avec une thématique précise. Qui sont les élèves d'aujourd'hui, atouts et handicaps? Alors autour de cela, nous avons développé 3 axes. Le premier qui est l'identité collégienne. Qu'est-ce qu'un collégien déjà? Donc c'est Christian Flagy qui nous en parlera. Il est ingénieur social urbain. Dans un second temps, le second axe donc est développé par Madame Géraldine Camille, qui est inspecteur académique, inspecteur pédagogique régional, qui nous donnera son sentiment et puis qui nous livrera surtout son expertise sur le partenariat enseignants-parents-élèves. Et enfin, le troisième axe sera développé par Gladys Fleurival, qui elle est psychologue. Ce troisième axe étant vers la réussite pour tous. Vous parliez tout à l'heure justement du thème de cette conférence débat, l'identité du collégien. Quelle différence avec les collégiens de votre époque et ceux d'aujourd'hui? Je crois que déjà nous étions dans une autre sphère. Je crois que nous avions peut-être d'autres parents. Aujourd'hui, la société est en mutation. Les enfants ont certainement perdu un certain nombre de repères. Nous sommes là aussi pour leur faire partager des valeurs probablement dévoyées, comme le respect de soi, le dépassement de soi à l'école, puisqu'on veut vraiment qu'ils s'engagent dans la voie de l'effort, du travail, du mérite, donc de la réussite, ça c'est clair. Et c'est vrai que nous étions peut-être insouciants, peut-être aussi accueillir, moi je m'en souviens bien, des surettes sur le chemin de l'école, à encore voir des papillons, même en primaire, avoir passé la fameuse locomotive qui emmenait les cannes jusqu'à Port-Louis. C'est plus du tout le cas. La Guadeloupe a changé. Ces enfants-là ont une vie totalement virtuelle aussi, avec leurs camarades. Ils sont des geeks pour certains. Donc bref, les choses ont changé et nous, peut-être sommes-nous largués, peut-être sommes-nous parfois des missionnaires, mais nous en tout cas, nous sommes un noyau dur de parents qui veulent agir et agir pour eux. Vous représentez l'association des parents d'élèves. Quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés sur le terrain, j'ai envie de dire ? Sur le terrain, on va déjà dire que pour ce qui concerne le collège Front de Mer, que je représente là ce soir, c'est un contexte socio-géographique particulier, c'est un quartier prioritaire, c'est à l'Oricisque. Et donc nous impliquons, c'est vrai, mais nous travaillons surtout afin que ce type d'action puisse être pérennisé et en même temps pour que nous soyons, parce que nous avons notre ambition, éligibles, pourquoi pas, aux nouveaux contrats de ville, aux fonds européens, précisément pour qu'il y ait de vrais échanges et pourquoi pas développer un Erasmus++, un petit peu comme le territoire Marie-Galante le fait aujourd'hui. Vous parlez d'une autre réalité, vous parlez tout à l'heure des réseaux sociaux. Quel autre problème, à quel problème sont confrontés ces jeunes collégiens ? La violence, aux raquettes, à la drogue, bien sûr. C'est-à-dire que tous ces fléaux-là existent bel et bien. Il faut que nous les préservions de ça. Il faut que pour autant, ils ne s'écartent pas du chemin.
ou en tout cas du bon chemin, et de l'intérêt incontournable de s'engager dans la voie de l'effort. Donc on y travaille, on n'a pas de recette sur le chemin de la parentalité, il n'y a rien qui est proposé, c'est sûr, vous apprenez à être parent avec vos enfants, vous apprenez aussi à accompagner vos collégiens avec les outils qu'on peut comme ça mettre à votre disposition. Catherine Gigné, vous parlez de l'implication tout à l'heure des professeurs et celle des parents. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment impliqués dans la réussite éducative de leurs enfants? Non. En Guadeloupe. Le constat est déplorable, vraiment. Les parents sont démissionnaires, ça j'ose l'avouer. C'est pour ça qu'on continue, nous, à fédérer nos énergies, les meilleures volontés du monde, à avoir aussi de l'audace, de l'ambition, mais à aimer les enfants, à les estimer, à leur dire qu'il faut qu'ils gardent confiance en eux, en leur collège, à respecter bien sûr l'adulte et le professeur, forcément, et en même temps à aimer le collège et à développer peut-être de la solidarité entre camarades. Ça, c'est important dans leur cursus et puis surtout à réaliser de très très bons apprentissages. Catherine Gigné, je rappelle que cette manifestation aura lieu samedi au collège Front de Mer de Pointe-à-Pitre. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors dans le reportage de notre équipe de stagiaires sur l'atelier Donner du sens aux maths, nous avons attribué malencontreusement cette activité au lycée Chevalier de Saint-Georges, alors que cet atelier fonctionne au lycée général et technologique de Bainbridge, l'établissement voisin. Rendons à César donc ce qui est à César. Voici le reportage dans sa nouvelle version. On regarde ensemble. Merci. Donner du sens aux maths, un concept créé par un groupe de jeunes issus de la classe préparatoire du LGT Bainbridge, dans un but de donner un sens plus ludique aux mathématiques. C'est-à-dire c'est parti du constat, effectivement, du désamour de la société pour les mathématiques. Et on a voulu essayer de recréer un lien avec les mathématiques par la culture mathématique qui nous entoure, la présence des mathématiques tout autour de nous, donc aussi bien dans l'art, dans l'humour. Et David, donne-moi la bijection réciproque de la fonction carrée. Il me semble que c'est la fonction racine carrée. Merci David. Une bijection, c'est lorsqu'une fonction est à la fois injective et surjective. Alors on dit qu'elle est injective quand chaque image de la fonction a au plus un antécédent, et on dit qu'elle est surjective quand tous les points de la fonction ont des antécédents. Un travail pédagogique qui leur vaut un très grand succès via les réseaux sociaux. En effet, plus de 3300 abonnés à compter à ce jour, dont 80% sont des 13-24 ans. On s'était donné l'objectif d'avoir plus de 1000 j'aime, mais on a eu 3000 j'aime. C'était vraiment extraordinaire, notamment avec les Vines qu'on a tournés, les Clash Mad Contenders qui a eu vraiment un super succès. On ne s'attendait pas du tout à ça et on remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous ont suivis, toutes les personnes qui nous ont encouragés par leurs commentaires, leurs j'aime, leurs abonnements à la page. C'était vraiment exceptionnel. Mis à part l'aspect humoristique, 3 de ces jeunes proposent aux plus curieux une rubrique culturelle, Math & Culture, qui met en avant des mathématiciens qui sont issus de recherches approfondies. C'est une rubrique qui présente tous les dimanches un nouveau mathématicien mort ou encore d'actualité. Donc notre but, c'est en fait de vulgariser ces mathématiciens qui sont trop souvent oubliés ou alors qu'on ne connaît pas au final. Et pourtant, ils sont à la base de tout ce que l'on a dans notre vie actuelle. Des idées sont à venir. Ce support, en fait, pourrait s'ouvrir au pré-bac, au collège et au primaire. Les énigmes qu'on poste sont parfois d'un niveau de primaire et ça serait assez intéressant si des collègues voulaient bien se joindre à nous pour diversifier encore les publications. De l'humour, de la pédagogie, une bonne recette pour la réussite. En Martinique, les membres de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais se sont présentés à la direction de l'ONF pour obtenir des réponses concernant l'affaire des époux Nomis, un couple de retraités en conflit avec l'Office pour leur maison située sur la zone des 50 pas géométriques. Reportage Loïc Régis d'ATV Martinique. Voici la propriété source du litige. Il s'agit de la maison des époux Nomis. Ce couple de retraités tente depuis plusieurs années de régulariser la situation d'une construction située sur les 50 pas géométriques. Ce matin, après une réunion avec la direction de l'Office national des forêts, ils semblent confiants sur une issue favorable.
Le directeur a réfléchi sur la question, donc ils sont prêts à nous concéder quelque chose. L'histoire de l'expulsion a commencé là, mais si on remonte plus loin, c'est depuis 1974 que ce dossier aurait dû être terminé. Dans cette lutte, les septuagénaires bénéficient du soutien de la Sopamar. L'ONF accuse les occupants de défrichage sauvage sur un territoire classé forêt domaniale. L'organisme aurait saisi 17 000 € sur le compte du couple au titre d'astreinte. La Sopamar parle d'injustice. Nous sommes déçus parce que ce qui avait été dit lors d'une réunion à la Sopamar il y a à peu près un mois a changé. Là, ils disent qu'ils ne peuvent pas régulariser parce qu'il y a un risque climatique de tsunami qui risque de tuer la famille Nomis. Donc nous disons que sur tout le littoral, c'est le cas. Et je vais vous dire qu'à Capest, il faut évacuer tout le monde. Selon le directeur de l'ONF, la situation est compliquée et singulière. Si rien n'est décidé aujourd'hui, un approfondissement du dossier devrait se faire dans les jours à venir. Une régularisation qui est difficile du fait des contraintes, des risques environnementaux. Donc nous allons discuter pour voir quelles mesures de prescription éventuellement on peut trouver pour éventuellement régulariser, mais je reste encore très, très conditionnel. Et nous avons reporté suite à cette éventuelle régularisation le traitement de l'astreinte. Un dossier épineux. En cas de régularisation de la propriété, les époux Nomis pourraient récupérer une partie des 17 000 € prélevés en décembre 2015. Reste avec nous. Dans un instant, nous découvrirons les incroyables possibilités qu'offrent les cultures urbaines en termes d'expression artistique et corporelle. Et puis c'était la fête au gosier pour des centaines d'enfants du CLSH. Le Super U Lompré de Martinique a été placé en redressement judiciaire. La procédure a été actée hier au tribunal de commerce de Fort-de-France. Après 3 semaines de grève et d'inactivité, le groupe Parfait a préféré remettre aux mains de la justice l'avenir d'un magasin déjà en difficulté financière. Reportage Céline Challenot d'ATV Martinique. 1,8 million, c'est le montant des pertes annoncées ce matin après 3 semaines de fermeture forcée au Super U Lompré. Pour la direction, le constat est sans appel. Impossible de maintenir l'activité dans ces conditions. Le groupe Parfait requiert le placement en redressement judiciaire, un scénario qui se dessinait déjà la semaine dernière alors que le conflit avec la CSTM s'enlisait. Je ne sais vraiment pas si nous pourrons sauver Lompré après avoir investi autant d'argent et si nous pourrons continuer. Nous avons une procédure d'alerte qui a été notifiée au procureur et qui nous demande de dire quelles sont les mesures que nous envisageons. Actuellement, nous sommes en train d'étudier, voir s'il y a une solution économique pour sauver ce magasin. Mais dans les conditions actuelles, ça me semble difficile. Le magasin et ses 39 salariés sont désormais gérés par un administrateur judiciaire. Le tribunal a acté une période d'observation jusqu'à septembre avant de statuer sur le sort de l'enseigne. À la sortie de l'audience, les représentants du personnel et le leader de la CSTM affichent leur sérénité. Avec les travailleurs, nous attendons tranquillement et nous allons pouvoir pousser nos arguments. D'ores et déjà, je vais rencontrer l'administrateur judiciaire dans la journée et nous allons nous entretenir avec eux. Évidemment, vous savez, la vie continue. Maintenant, ce n'est pas pour nous une catastrophe de voir une entreprise mise en redressement judiciaire. Je rappelle que la mise en redressement d'une entreprise, c'est un acte de gestion. Ce n'est pas une catastrophe, contrairement à ce qu'on veut faire comprendre. Ce n'est pourtant pas l'avis de l'autre syndicat représenté dans l'entreprise. Dans un communiqué, Éric Picot, secrétaire général de la CFDT, redoute un dépôt de bilan avec la disparition de l'entreprise et des emplois. Selon nos informations, suite à cette prise de position, une pétition aurait été signée pour le destituer de sa fonction de représentant syndical au sein du Super U. Une nouvelle rencontre avec les partis est prévue le 22 juin prochain. En attendant, le rideau est toujours baissé. Et la fête finale des élèves inscrits aux activités périscolaires de la ville du Gosier s'est tenue cet après-midi au Palais des Sports de la ville. L'occasion de mettre en avant le travail des enfants effectué durant l'année scolaire, ceci sous l'œil de Karen Diama. Pour mettre en lumière le travail fourni par les élèves pendant leurs activités périscolaires, les animateurs de la direction de l'éducation ont choisi d'exposer les différents travaux réalisés.
C'est un an d'activité périscolaire, mais aussi au niveau de la restauration scolaire, puisqu'il faut savoir que tous les agents participent de près ou de loin aux activités que, quelque part, nous présentons sous forme de prestations cet après-midi. Une présentation riche, largement appréciée des parents présents, qui reconnaissent les bienfaits des activités périscolaires. Toute l'année, les animateurs et les enfants se sont donnés à fond pour montrer une belle fête. Et je pense que ça, c'est le travail des NAP, les nouvelles activités périscolaires. Nos enfants, sans le savoir, on leur met un bout de papier, du tissu, une pierre, et ils nous font quelque chose de magnifique. L'art visuel, c'est l'imagination, c'est la vie. Donc moi, je peux vous dire que sans ça, il n'y a pas de vie. L'animation, c'est l'amour. C'est la vie. Loin d'être uniquement un moment de détente, ces nouvelles activités sont aussi l'occasion pour les animateurs de mettre en avant des modules pratiques. Au niveau des enfants, ils sont preneurs de tout ce qu'on peut leur apporter et nous sommes là aussi pour les axer vers un avenir prometteur, puisqu'il n'y a pas que les... Voilà. Nous essayons de les sensibiliser sur tout type de métier, donc d'où l'art visuel, le chant. On essaie de diversifier aussi pour qu'ils puissent ouvrir leur éventail de choix de métiers. Après l'exposition des travaux manuels, l'accent a été mis sur l'expression corporelle pour le plus grand plaisir des parents qui ont fait le déplacement en grand nombre. Elles défendent les merveilles du monde marin à travers un concours de beauté. Un appel à candidature a été lancé pour Miss Cuba. 5 Guadeloupéennes se disputeront le titre le 30 juillet prochain. Céline Limbe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la chargée des affaires administratives du comité Guadeloupe de ce concours. Qu'est-ce que Miss Scuba ? Alors Miss Scuba, il faut savoir que c'est une abréviation pour parler d'une technique de plongée. Scuba, c'est vrai que c'est un mot très technique. On l'a décliné sur une appellation d'un concours de beauté. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. C'est un concours qui va donc mettre en lumière des candidates sensibles à l'environnement et qui vont surtout parler de notre tranche régionale de Guadeloupe à l'échelle internationale. Alors l'an passé, la Guadeloupe était représentée à ce concours par Jasmina Legros, une jeune femme dynamique, entrepreneure et créatrice d'une marque de cosmétiques naturels et pour le développement durable. On regarde ensemble un court extrait de sa présentation. On regarde. My name is Jasmina Legros. I'm 28 and I come from Guadeloupe, a little island in the French West Indies. I created my own company 2 years ago and it's all about sustainable business and environment, and as a scuba diving ambassador, I would like to help people realize that the environment is very important and want to take part of this and help people realize we have to take care of our planet and our marine environment. Quelle valeur défendait Jasmine, enfin qu'elle défend toujours, puisqu'elle a toujours le titre? Oui, elle défend le titre justement, elle a défendu le titre en 2015. Là, ce qu'on essaye surtout de propulser avec Jasmina, et c'est Jasmina qui porte la voix de la protection des fonds marins.
Donc il faut savoir que ça a été une initiative d'un businessman malais. Oui, d'un banquier. Exactement. Et cette belle rencontre avec Jasmina a permis justement de transposer le concours au niveau régional. Donc Jasmina souhaite mettre en lumière quelque chose qu'on a autour de nous. On a une belle île avec plein d'eau autour. La protection des fonds marins, c'est un enjeu qui est réellement exactement à prendre en compte. Et donc, c'est là l'enjeu principal de parler, d'expliquer qu'il y a des choses à mettre en place pour protéger notre fond marin. La beauté au service d'une cause. Exactement. Alors, l'ambassadrice de la Guadeloupe sera élue le 30 juillet prochain. Vous avez déjà sélectionné un certain nombre de filles. Sur quels critères sont-elles jugées? Alors, il faut savoir qu'il y a une présélection. Donc, il y a un casting qui est prévu le 26 juin, donc la semaine prochaine. La quinzaine de candidates qui a postulé sera mise en lumière justement et évaluée par un jury qui va justement décortiquer, vérifier un certain nombre de points, mais surtout mettre à l'aise la candidate par rapport à ce qu'elle va représenter au niveau international. Et effectivement, on va leur apporter une formation qui va leur permettre d'être encore plus à l'aise. Et à la finalité du 30 juillet, on aura cette candidate qui va nous aider donc, à transposer, à mettre en lumière la Guadeloupe. Alors, il faut mesurer au moins 1,62 m, savoir parler anglais et surtout un critère important, posséder l'équivalent d'un premier niveau de plongée. Alors, c'est pas ce qui est demandé en réalité. C'est vrai que c'est un concours de beauté, mais on n'est pas sur des critères de beauté de Miss standard, comme une Miss traditionnelle. Exactement. On va surtout repérer celle qui va avoir cette fibre, l'envie de parler de la Guadeloupe. Donc les critères de taille ne sont pas aussi radicaux que dans les autres concours. En revanche, elle va permettre de parler de la culture de Guadeloupe, de la spécificité des fonds marins. Il va falloir qu'elle sache s'exprimer en anglais. Il va falloir qu'elle parle donc, de cette culture de Guadeloupe, qu'elle sache aussi parler de son talent, puisqu'on demande à ses représentantes de sublimer ce qu'elles savent faire. Donc, le niveau intellectuel est important. Exactement, tout à fait, puisqu'on demande bien entendu d'avoir une certaine culture. Qui sait parler de son pays sait aussi repérer ce qui est important, donc a une culture assez large. Et donc le 26 juin, on va avoir des candidates qui vont pouvoir parler de la Guadeloupe, exprimer ce qu'elles ressentent du pays et ce qu'elles vont être en mesure de représenter à l'international. Alors Jasmina n'est pas en Guadeloupe en ce moment, non. Elle est en Chine, je crois, pour développer quel projet? Alors justement, là en ce moment, elle est en train d'ajuster des projets par rapport au concours. Et elle a également son projet Just What You Need, parce que c'est ce qui a fait qu'elle a été repérée par Robert le businessman à l'initiative de ce concours. Donc elle a une gamme de produits cosmétiques basée justement sur du recyclage de déchets naturels. Et donc là, elle est en train de travailler dessus. Elle nous reviendra assez rapidement, puisque d'ici quelques jours, elle sera présente sur le département. Alors vous l'avez dit, ce concours a été créé par un homme d'affaires. Quelle est la portée internationale, j'ai envie de dire, de cet événement? Est-ce que la voix de ces jeunes femmes est vraiment entendue? Oui, puisqu'il faut savoir que c'est un découpage qui est au niveau de la région, c'est-à-dire que la Guadeloupe sera représentée en son nom propre. Donc on va parler de la spécificité de ce pays, Guadeloupe, en termes de son originalité sur son milieu marin. Et donc là, on va justement être en mesure d'apporter quelque chose de nouveau, puisque c'est vrai que la Guadeloupe n'est pas encore connue donc, parfaitement. Donc le but, c'est justement de laisser cette trace de Guadeloupe au niveau international, et c'est notre candidate de Guadeloupe qui va le faire. Et qu'est-ce qu'elle fera justement pendant l'année, si toutefois elle était élue au concours international? Elle va participer justement aux actions qu'on va mener pour pouvoir associer donc, tous les partenaires qui le souhaitent sur les actions au niveau régional. D'ailleurs, on a eu l'occasion au cours ce qu'on a appelé Miss Cuba Tour. On a fait des opérations littoraux propres de manière à ce qu'on puisse justement
mener des actions pour sensibiliser l'importance de chérir ce qu'on a comme patrimoine culturel. Céline Voilà. Lam, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous. Eux aussi, ils défendent en quelque sorte une autre forme de patrimoine. Dans le cadre du cycle Mémoire urbaine, le Memorial Act et l'association Gua Label proposent plusieurs jours d'animation avec Camolari. L'objectif, valoriser les possibilités qu'offrent les cultures urbaines en termes d'expression culturelle, artistique et corporelle. On regarde ce reportage ensemble de Linda Kayarsi. Figure de force, souplesse et équilibre, le Street Folk Art investit le Memorial Act. C'est un style de vie, nous toute la journée on pense à ça, à nos figures. On mange comme il faut, on s'entraîne tout le temps. C'est un style de vie, hein, il faut s'entraîner, on n'y arrive pas comme ça. Au cœur du lieu d'expression sur l'esclavage, c'est Open Mic. Ça me fait plaisir, je suis toujours dans les mouvements. Ça me fait plaisir de faire partie du mouvement, d'être présente. Dès qu'il y a un mic à check, je suis là. Mon nom c'est Messali, ma vie c'est la musique. Et quand les mots n'enflamment pas les platines, ils s'impriment sur le tissu. Ben, nous pas les moyens, c'est parti d'un délire. Dans un sketch qui s'appelle Radio TV NPLM, nous pas les moyens. Donc du coup, on a dit pourquoi pas, pour le délire, nous pas les moyens, et puis voilà, mais soit glalou. Opération accomplie pour l'association Gua Label qui, tout au long de la semaine, réussira à créer une passerelle entre les mémoires et la culture urbaine. La culture urbaine, en fait, a une empreinte. Elle a laissé une empreinte. Elle a influencé des générations. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui continuent à se passer. Aujourd'hui, la mémoire urbaine, aujourd'hui, en fait, cette journée, c'est pour leur laisser, en fait, cette possibilité de reprendre ce contrôle un peu sur les choses, de se lâcher, freestyle. Prochain rendez-vous, le 21 juin, pour une fête de la musique urbaine. Et on poursuit dans cet élan musical. Hier soir avait lieu un concert de clarinette dans les salons de l'hôtel de ville de Cayenne en Guyane. Un moment magique que n'a pas raté Ayodele Germa d'ATV Guyane. C'est l'histoire de Jules et Roméote, deux Ertes qui vivent bien des péripéties avant de s'avouer leur flamme. Une histoire que la conteuse doit raconter à son rythme tout en tenant compte de celui de l'orchestre. Il lui dit son amour, qui est gros comme une montagne. Un petit peu d'écoute et d'attention, c'est surtout beaucoup écouter eux ce qu'ils font et puis pouvoir trouver au fur et à mesure le rythme où on peut dire le texte, où la musique va venir en appui de ce qu'on va dire. Bon, je suis très aidé parce que mon mari me donne aussi plein de tuyaux. De l'aide de son mari, mais aussi de leurs 6 enfants, car ce ciné-concert est avant tout une histoire de famille. L'île déserte, écrite par Claude Ponty, a été adaptée musicalement par cette classe de clarinette, le but étant d'initier les oreilles profanes en attendant la fête de la musique. En discutant avec mon épouse, on était un petit peu sensible à cette approche un petit peu artistique et éducative des choses. Et donc on s'est dit que ça serait intéressant d'essayer de trouver une formule de mise en scène. Donc le ciné-concert paraissait bien, le conte paraissait bien. Et donc il était intéressant après d'en faire une tournure un petit peu pédagogique avec les enfants pour qu'ils eux-mêmes mettent en musique ce conte-là. Au bout de 2 heures de spectacle, le public des plus jeunes est sous le charme, avec des envies de solfège et de clarinette. J'ai bien aimé le spectacle, la vidéo, c'était très émouvant. C'était super, le ciné clarinette, ça expliquait toute l'histoire, c'était super cool. J'ai bien aimé la musique et aussi j'aime bien la clarinette, donc j'aimerais faire la clarinette. Fin du concert, les artistes rangent leurs instruments. Pour certains d'entre eux, il s'agit de leur première représentation publique. Moi spécialement, je suis très contente. J'ai eu quelques petits moments de stress, mais après, à la fin, tu te dis que tu es hyper fière de ce que tu as fait et que c'est le meilleur de toi-même.
Faire face au public est un challenge, tout comme passer son bac. Cet autre clarinettiste profite de cette parenthèse musicale avant l'épreuve de philo. Ça va que ça se finit pas trop tard et que j'ai révisé un peu avant. Mais ouais, ça décompresse un peu. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques et les deux écoles de Grand-Bois, Turenne-Thénard seront fermées demain en raison de coupures d'eau au gosier. Les autres écoles de la ville accueilleront normalement les enfants. Les dispositions concernant la réouverture de ces établissements seront communiquées en fonction de l'évolution de la situation. Et puis il y aura des coupures d'eau demain à Pointe-à-Pitre, notamment à la rue de Bergevin et la rue Ho Chi Minh, rue Saint-Louis du Sénégal. Un retour à la normale est prévu le jeudi 16 juin en début d'après-midi. Des coupures d'eau prévues également dans la zone de Borico aux Abîmes avec un retour à la normale prévu le jeudi 16 juin en fin d'après-midi. Et également, pour terminer, dans le secteur de Carrère, dans Carrère-Bas et Montebello à Petit-Bourg, avec un retour prévu en fin de journée demain. Et enfin, il y aura des coupures d'électricité à Goyave demain entre 8h et 13h, et également à Bonfils et Barthélemy. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout de suite.